Super ton petit col roulé, Pascal. Beau gosse. Merci, merci. Écoute, il fait frais hein, quand même, c'est l'automne là. Hein. On est en Les routes sont printemps. grasses, on pense à ces pneus d'hiver. D'ailleurs, Ouais. j'ai tout déjà regardé. Je vais me commander des pneus d'hiver Michelin de ouf. C'est bon? T'as Ouais. fait ton choix? En fait, Pourquoi on se rend. Michelin? Tu Mais soutiens les entreprises françaises? non, pas du tout. Mais non, non, quoique quand même. Mais ce sont les meilleurs. Michelin Alpin Pilote Alpin 5 avec de la mousse dedans. Euh, Ok. Ils sortent premier dans les revues. Ça, je l'ignorais, mais en fait, sur YouTube, il y a des gars qui essayent les pneus. Je Ah t'assure. ouais. Ouais. Ok. Ils font des tests et tout. Ils te disent, bon, ce qu'ils pensent. C'est tout un domaine. Moi qui jusqu'à maintenant, je me contentais d'aller chez un vendeur de pneus. Je dis, voilà, nouveau pneu, ciao. Et puis, je revenais, C'est j'étais pas la content. tête. Mais là, ouais. Alors là, attention, c'est autre chose. Hein. Bon, je pense que c'est aussi une manière de. Enfin, on parle souvent de la fin des médias. C'est une manière de faire de la publicité hors des canaux traditionnels, quoi. Au lieu de passer Ouais, des pubs sur TF1, si tu as un bon YouTuber qui a des milliers ou des millions d'abonnés, il teste les pneus. T'en bon, vends les plus. reviewers de pneus, ils font pas des millions de vues. Hein. C'est vrai? C'est hardcore, c'est deep, hein. C'est vraiment deep, deep. Hein. Mais C'est de la niche. c'est de la niche, on est dans de la niche. Là, je suis tombé sur un Anglais qui teste des pneus. Il a un circuit à lui Ouais. et il teste. Enfin, tu vois, je veux dire, il fait un tour avec une voiture, il change les pneus. Enfin, je sais pas si tu as le boulot, c'est dingue. Ouais, ouais, ouais. C'est dingo. Et il fait plein de commentaires sur le sec, sur le mouillé, sur la neige, machin, machin. C'est vraiment. Pouf. Je savais pas qu'il y avait tout un univers du pneu. C'est dingue. Mais Michelin, ils sortent premier, quoi. Top. Ok, ok. J'aurais pensé que Continental ou Pirelli, c'était pas mal aussi. Ben ouais, Mais moi aussi. Michelin, ils Pirelli sont m'excitait assez. Je me disais, ouais, des pneus italiens, tu sais, t'as un petit peu. Ça des te pneus donne un italiens peu le. Ouais, sur une américaine. t'as un peu la classe, quoi. Non. Et chinois? Chinois, il y a ou pas? Après, j'ai pas vu. Par contre, j'ai vu des pneus finlandais qui étaient super pour la neige et la glace. Mais bon, je dis, ouf. Ça a quand même duré quelques années. Je compte un peu sur le réchauffement climatique. Non, pas de pneus clous. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que enfin, pour les pneus chinois, on sait que de toute façon, Michelin, leurs meilleures usines, elles sont en Chine. Ouais, alors où ils sont Donc c'est du fabriqués, ça, chinois, quoi. ouais, ça je l'ignore. Mais Ouais. maintenant, pour les véhicules électriques, en fait, comme il n'y a plus le bruit du moteur, tu entends beaucoup plus les bruits de roulement, le bruit du pneu. Puis du coup, ils mettent en fait une mousse à l'intérieur du pneu. Ouais. Et puis, le pneu, c'est aussi un élément de sécurité. Enfin bon, bref, I went down the rabbit hole of the tire. Et j'ai écouté plein de reviews et là, je pense que le temps m'indique qu'il est temps, quoi. Ok. Je veux dire, c'est le moment. Donc vous l'avez compris aujourd'hui, c'est un spécial pneu. Mais oui, On se lance dans les pneus maintenant. on est dans l'univers de la gomme. On est des rouleurs. Ah, plus sérieusement, on se refait un épisode de Foutu pas sûr. Mhm. Donc, il y a vraiment beaucoup de thématiques, hein, mais j'ai vraiment l'impression que les employés, ça va devenir compliqué. Il y a le patron de Zoom, donc pour les vidéoconférences, entre autres, qui a dit qu'il était d'accord avec Bill Gates et puis le patron aussi de Nvidia Mhm. sur le fait qu'on allait passer à une semaine à 3 jours. Donc, pour ceux qui vont garder leur emploi, ils vont travailler à 3 jours. Est-ce qu'ils vont être payés à 100% ou est-ce qu'ils vont être payés Alors, à 60%? écoute, je ne saurais dire. Il y a plusieurs commentaires qu'on peut faire. Le premier, c'est qu'il fut une époque pas si lointaine que ça où les week-ends n'existaient pas. Il y avait guère que le dimanche pour des raisons religieuses à l'époque où on faisait un break, mais bien entendu que la lutte sociale à travers les âges, elle a permis en fait de dégager ce temps-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même un lien entre la quantité travaillée et puis la richesse d'un pays. Donc, en Chine, c'est plutôt 6 jours par semaine, 10 heures par jour. Voilà. Et
il va quand même falloir se battre. En fait, on arrive dans un monde multipolaire. Je voyais ce matin que Trump, il augmente les tarifs de la pharma à 100%, suivant les cas. Donc, bon, il va falloir compenser en fait cette difficulté un peu plus grande par une créativité, par une réinvention, par une qualité supérieure, etc. Et je pense pas que l'heure soit à la fainéantise. Il faut au contraire se retrousser les manches et puis y aller. Alors maintenant, c'est clair, si tu as un job bien au chaud à l'État ou je sais pas où, puis tu peux travailler 3 jours et faire autre chose à côté, bon ben, c'est bonnard. Mais ça, je crois pas non plus que ça va demeurer parce que l'État, il va commencer à être beaucoup trop cher. Enfin, il faut que l'État soit efficace aussi. Donc, je vois pas comment ce serait possible. Moi, j'y crois pas trop. Mais non, j'y crois pas. Je pense que ce sont des gens qui vivent un peu dans un univers éthéré de la big tech, qui sont assis sur plusieurs milliards et puis qui délirent parce que eux bossent plus. Mais j'y crois pas tellement. Et puis l'autre truc, c'est que pour les entreprises existantes, comme par exemple, je sais pas moi, une banque, Nestlé, n'importe, une entreprise qui existe déjà, on arrive dans un moment de réinvention de l'entreprise où il va falloir introduire l'IA, il va falloir affiner les produits, les goûts des consommateurs changent. Donc, on n'est pas dans un moment où mer calme, vent arrière, tranquille le chat, on change rien. Et puis, on essaie juste d'être résilient et stable. On est dans un moment de réinvention. Et quand tu dois faire de la réinvention, il faut que les gens soient présents. Il y a à peu près dans une entreprise entre 5 et 10% des gens qui sont tellement motivés et autonomes que tu peux les laisser en stabulation libre, travailler de la maison. Pour tout le reste, c'est de la glande. Enfin, on peut ne pas le dire, mais la vérité, c'est que les gens travaillent moins quand ils sont à la maison. C'est comme ça. Et surtout, il n'y a pas les interactions qui permettent la réinvention et l'innovation. Donc, moi, je pense que c'est plutôt le moment d'être présent sur le lieu de travail. Et puis, si vous avez des temps de trajet trop importants, ben, faut déménager puis habiter plus près. Ok. On pourrait intituler là, foutu, pas sûr, foutu, bien sûr. Non, justement pas. Parce que je pense que ce qui va se passer dans les entreprises, c'est qu'il y aura un grand tri et que si vous voulez garder votre job, en fait, il faut être présent. C'est ce que j'essaie de dire. C'est la première chose, quoi. Ouais, il faut être présent mais il ne faut pas faire du présentéisme, il ne faut pas juste être présent en disant voilà, je suis là. Il faut être sur place parce que c'est ça qui va mettre l'huile dans les rouages, qui permet la réinvention, l'innovation, de changer les processus, etc. Ça se fait pas à travers Zoom et à distance. D'ailleurs, même le patron de Zoom, il a interdit le home office. Ouais. Il vit du fait qu'il a prétendu qu'en fait, tout était possible. Donc, nous, on fait ce podcast à travers Google Meet, donc on est très content que ça existe. Heureusement que je n'ai pas pris le train pour Genève ce matin pour le faire. Mais si tu veux, et toi et moi, on est entrepreneurs et on travaille plutôt 6 jours. On est plutôt sur un rythme chinois que. Hein. Tu es d'accord? Tu es sur un rythme chinois, toi. Et du coup, mais aussi par plaisir, hein, c'est pas le problème. Mais je pense que en plus, c'est la période des augmentations. Donc là, il faut être présent sur le lieu de travail. Oui, il faut militer pour du home office parce que j'ai le droit, etc., etc. Ça va pas du tout, ça. Et justement, pour situer le débat, donc là, on est en septembre, on arrive bientôt 2026. Et c'est vrai que c'est vraiment le chaos, en fait. Hein. Personne ne peut prédire l'avenir. Il y a vraiment beaucoup de choses. Comment tu te dis, voilà, moi maintenant, il me reste 20 ans à tirer en corporate. On ne sait pas ce qui va rester, ce qui va partir. Toi, si tu devais maintenant gérer une boîte, une PME ou une plus grosse boîte et tout, tu vois quoi comme type d'employé? Donc déjà, on sait que voilà, toi, tu veux pas de télétravail. Donc tu veux quelqu'un qui soit sur place. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre en fait? Parce que ça devient compliqué. On ne sait pas. On sait plus en fait. Est-ce qu'il faut que tu sois créatif? Est-ce que que tu bosses que sur des projets? Est-ce qu'il faut que tu te cantines à faire de la compta ou de l'analyse ou Non,
il faut, alors, il y a plusieurs étages, plusieurs strates. Je dirais, à titre individuel, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de faire la chose qu'on va faire tellement bien et qu'on a tellement de plaisir à faire qu'il n'y a personne qui pourrait le faire aussi bien que toi. C'est ça, à long terme, en fait, c'est ça vraiment qu'il faut arriver à faire. Maintenant, ben voilà, il y a des fois où, pour toute une série de raisons, familiales, personnelles, privées, etc., où ben, on est dans un job qu'on n'aime pas trop, mais qui paye bien, et puis il y a une certaine sécurité qui vient avec, on a une hypothèque, etc., etc., donc on est obligé de faire ça et de rester. Donc ça, on peut tout à fait le comprendre, mais je dirais, high level, il faut essayer de se mettre dans une situation où on fait quelque chose qu'on aime tellement qu'on pourrait le faire jusqu'à après la retraite. Et puis, si c'est pas possible, en fait, il faut essayer d'être présent sur le lieu de travail. Il faut ne pas taper du pied et maugrer, geindre, râler et être trop exigeant. Et puis, au contraire, aider l'organisation en fait, à se réinventer. Ça peut être à travers un projet, de nouveaux outils, accueillir de nouveaux collègues. Parce que ce qui va se passer dans les entreprises, dans l'économie du savoir, c'est que les chefs d'entreprise, maintenant, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont diminuer les coûts. Ouais. Voilà. Donc, en fait, il va y avoir une espèce de décalage entre les moins bons et les meilleurs, aussi en partie grâce à l'IA, à cause de l'IA. Et les meilleurs, ils vont devenir bien plus faciles à augmenter et à bien payer, et les moins bons, beaucoup plus inutiles. Donc, en fait, il faut se former et se réinventer et aider le collectif à se réinventer pour avoir de meilleures chances de survie dans le job où on est. L'autre avantage, c'est qu'en fait, quand on essaye de contribuer, parce que changer et innover, en fait, c'est pénible, ça demande un effort. Puis on pourrait se dire, ouais, bon, ben, je ne suis pas plus payé, pourquoi je ferai encore l'effort d'aider la boîte à innover? Ben, pour que la boîte reste en vie, pour que vous gardiez votre emploi, et aussi pour que la vie soit un peu plus rigolote, parce que quand on amène un projet qui est novateur et qu'on réinvente ce qu'on fait, eh ben, c'est un peu plus sympa. Moi, je viens de faire cet exercice, je t'en parlais avant, on a collaboré avec le journal La GFI pour utiliser l'IA pour un très gros article qui sort je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine ou je ne sais pas quand. Eh bien, c'est pas si facile pour les journalistes de s'habituer à des outils nouveaux, mais ben là, ils ont pu vraiment faire des choses tout à fait brillantes, extrêmement rigoureuses, avec toute une méthodologie. Et puis, ils se sont accrochés et c'était vraiment sympa. Et maintenant, je pense qu'ils sont contents, mais ils ont fourni un effort supplémentaire, en fait, sans être payés plus. Mais c'est un peu ça, il faut investir dans le fun de faire quelque chose de nouveau. Et j'ai un truc, c'est, je pense, une petite parenthèse et tout, parce que c'est vrai que moi, il y a quelques mois, je pensais que ne pas taxer les riches, et c'est vraiment une parenthèse, hein, et ça viendra sur le salaire universel, mais ne pas taxer les riches, c'était quelque chose qui était intéressant parce que justement, enfin, l'argent était redistribué un peu de manière équitable parce que ça créait de l'emploi et tout. Puis toi, tu m'avais mis le point là-dessus comme que c'était pas forcément bien nivelé. Et après, je suis tombé sur un ancien trader londonien qui s'appelle Gary Stevenson, Gary Economics, et lui, il a fait un combat justement de vouloir vraiment taxer les riches. Puis on le voit que avec tout ce qui est Amazon, les Bill Gates, Jeff Bezos et tout, c'est vrai que toute la richesse, elle est en train d'être pompée. Et souvent, on parle du salaire universel, et toi, tu le dis, comme tu le dis, même l'État, il commence à avoir des difficultés. C'est plus facile de venir taxer un Pascal ou un Younes, de lui prendre des sous comme ça chaque mois et puis de se débrouiller, plutôt que d'aller taxer un Bernard Arnault ou autre, quoi. Et puis je crois qu'il y a même la taxe Zuckman, ou en France, je ne sais plus comment il s'appelle et tout. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont dit oui, nous on veut bien la payer. Et justement, est-ce que la solution dans un monde où on sait pertinemment que ça va être un raz-de-marée à cause de l'IA, et que voilà, il y a même en Chine, il y avait une grosse boîte qui était gérée par une IA, le PDG, c'était une IA. Est-ce que la solution, c'est justement de ne pas s'attaquer à ces richesses, en fait? Ou comment ça se fait qu'un gars, il ait 400 milliards? Tu vois, je veux dire que tu aies 1 milliard, 2 milliards, 15 milliards. Mais là, 400, c'est peut-être là où il y a le problème, en fait. Ouais, moi je ne sais pas vraiment la solution, mais le champ de force, en fait, d'une réflexion comme ça, je pense qu'il est à plusieurs étages. Le premier, c'est que il y a différents riches, ça ne veut rien dire, en fait.
toi et moi, par rapport à beaucoup de gens dans le monde, même l'immense majorité, on est extrêmement riches. Si tu vis à Paris, à Genève, à Londres, ben, tu es riche par rapport à plein d'endroits dans le monde. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, l'ensemble des pays européens, en fait, ils sont en train de s'écrouler en termes de pouvoir d'achat relatif par rapport au reste du monde. Donc, en fait, on n'en est pas forcément conscient, mais c'est un peu enquiquinant, c'est un peu énervant parce que on peut moins aller en vacances dans des pays où ça coûte rien. C'est ça que ça veut dire. Où on peut moins acheter des biens voilà. Donc, ça, c'est toujours un peu désagréable et je pense que les gens le sentent. Deuxièmement, dans un système économique, en fait, il y a deux parties. Il faut créer de la richesse et puis il faut qu'il y ait une redistribution qui soit suffisamment importante pour qu'en fait, chacun ait quelque chose à perdre, chacun ait un peu quelque chose à gagner dans l'histoire, si on veut. Et donc, il faut évidemment, on a un système d'imposition en Suisse en tout cas, et en France aussi, où en fait, ta contribution relative, donc en pourcent, elle augmente si tu as plus de moyens, ce qui est normal. C'est-à-dire que si tu gagnes 1 000 euros par mois, on ne te prend pas le même pourcentage dessous que si tu gagnes 10 000 euros par mois, ce qui est complètement compréhensible. Puis après, il y a deux choses. Il y a le fait de taxer le travail, c'est-à-dire c'est ton salaire chaque mois, puis il y a de taxer la fortune. D'accord? Mais le vrai gros vieil argent, il est dans la fortune, il n'est pas dans le salaire. Donc, on met de côté la discussion sur la taxation du salaire, parce qu'on confond toujours les deux, hein, c'est quelque chose de complètement différent. Je trouve que le salaire, on devrait le taxer un peu moins. Il y a aussi la TVA hein, qui taxe le salaire, c'est un bien de consommation, mais ça n'influence pas du tout les ultra riches. Et puis, après, il y a riches et riches. Nous, on est riches par rapport à beaucoup de gens dans le monde, mais si tu veux, les gens qui on va dire, qui sont au-dessus d'1 milliard de fortune, donc 1000 millions, ils vivent des intérêts, et vachement bien. C'est pour dire, pour donner un ordre de grandeur, si quelqu'un vit une centaine d'années, d'accord, et que chaque année, il dépense 10 millions, ben, il dépense 1 milliard durant sa vie. Donc, 10 millions par année, il faut déjà se lever tôt, hein. 800 000 balles par mois, c'est ouais, énorme. Je veux dire, faut trouver des idées. Hein. Vous achetez une Ferrari, ça coûte 200 ou 300 000 francs, je ne sais pas, peut-être un petit peu plus. Mais j'entends une Ferrari par mois, tu sais déjà plus où mettre les clés, quoi. C'est dingo. Donc, à partir du milliard, si tu veux, ou peut-être de 500 millions, peu importe le chiffre qu'on met, mais il y a une espèce d'obscénité en fait de l'argent et ce qu'il faut voir. C'est pour ça que moi je me méfie toujours de ces entrepreneurs américains parce que ils ont toujours ce truc religieux en fait chez les born again là. Que si tu as beaucoup de sous, c'est que tu as été élu, ce que je crois absolument pas. Si tu as beaucoup de pognon, c'est que tu as voulu vraiment en gagner beaucoup, que peut-être tu en as piqué un peu, que tu vois. Donc, oui. mais surtout que tu as travaillé beaucoup, mais il y a un moment où ça n'a plus de sens. Alors, il faut vraiment distinguer le revenu, la taxation sur le salaire, c'est une chose qu'à mon avis, on devrait un peu alléger, et puis la taxation sur la fortune. Et ce qui est difficile pour les États, et là, ils n'y peuvent rien, c'est que si on prend par exemple l'État français, en fait, si quelqu'un tout d'un coup s'expatrie, quand tu commences à avoir 1 milliard, d'accord, tu peux commencer à t'acheter un passeport, tu peux avoir une autre nationalité, tu peux faire un trust dans un trust dans un trust qui va aux îles Caïmans ou je ne sais pas où et tu payes plus d'impôts sur ta fortune gigantesque. Donc en fait, si on regarde la courbe, en fait, plus tu as de fortune, plus tu payes, puis il y a un moment où ça redescend. Puis quand tu deviens vrai, les gens qui sont vraiment riches, donc pas nous, ils payent en fait pas beaucoup d'impôts. Et ça, c'est un scandale. Mais ça, le problème, c'est Jacques Attali qui dit pas que des âneries. Il a dit, ben voilà, le capital, il est mondial, donc il peut aller partout. Et puis, l'imposition, elle est nationale. Donc, en fait, il y a une asymétrie dans cette affaire. Et si vraiment on voulait mettre fin à cette non-solidarité des ultra riches, il faudrait simplement mettre fin à l'ensemble de ces paradis fiscaux que la Suisse n'est plus depuis longtemps, mais il y en a plein d'autres. En Suisse, tu peux négocier aussi.
En Suisse, Ouais, tu peux négocier, tu par peux exemple. négocier, mais tu payes un impôt si tu veux. Ouais, tu payes un impôt, par exemple, 1 million, et puis Ouais, c'est bon, quoi. ouais. Tu vas Mais dans un canton, à Zug, ou même ouais. à Genève, enfin, il y a des grosses, Bon, mais grosses familles, hein. si les gens qui vont habiter à Zug, ils méritent de ne pas payer d'impôts, hein. Il y a la tourte aux kirsch et du brouillard. Mais le truc, c'est que si tu veux, il y a tous ces arrangements en fait entre amis en fait d'une finance qui est mondiale en fait, qui se fiche des frontières, des territoires, des gens, des autres, de toute solidarité. Et puis l'autre truc qu'il faut voir, c'est que ça a été montré, c'est qu'en fait cette fameuse théorie du ruissellement, on va moins te prendre sur ta Mm. fortune parce qu'en fait tu vas distribuer autour. Ben c'est pas vrai. En fait, le capitalisme il a tendance à se ultra concentrer. Moi, j'étais Donc naïf là-dessus. J'étais naïf, ouais. donc voilà. Donc en fait, je pense que le défi, il n'est pas tellement au niveau national, il est au niveau international. C'est pas un pays en particulier, c'est les pays entre eux, comment ils se mettent d'accord pour faire en sorte que quelqu'un puisse pas simplement changer de loyauté, de nationalité, de considérer en fait la nationalité comme un hôtel, si tu veux, tu vois, je vais aller ici, je vais aller là, et il faut qu'il contribue. L'autre chose, c'est que moi, je suis vertement opposé au revenu universel parce qu'il faut que ce soit un revenu de contribution. Tu ne peux pas juste recevoir des thunes comme ça ne marche pas. C'est très important pour le bien-être des humains, en fait, qui contribuent. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit contribuer de la même manière. Ça, c'est clair. Alors, on pourrait réfléchir à ça, OK? Ça existe déjà d'ailleurs un peu en partie. Par exemple, si tu es citoyen français ou citoyen suisse, ben, tes enfants peuvent avoir accès à l'école. Ouais. C'est gratos, donc il y a une contribution en fait à ta présence et à ta contribution au péri. Enfin, tu as un retour là-dessus. Donc il y a quand même des services, les pompiers, ça existe, etc. Tu peux appeler la police si tu as besoin, etc., etc. Donc il y a déjà quand même des services. Hein. C'est l'État-providence. Et en fait, je pense qu'on est à un moment où il va falloir réinventer un petit peu toutes ces choses. Mais à mon avis, une société où en fait les gens sont comme ça entretenus et ils ne savent pas à quoi ils servent, ça n'a pas de sens, ben, ce n'est pas tout à fait génial. Mais d'utiliser le capitalisme pour mobiliser les forces vives de la nation, c'est vraiment une bonne idée. Par contre, il ne faut pas avoir une vue mercantile en fait de la contribution des gens. Ça peut être une contribution artistique, etc., etc. Ça peut être plein de choses, mais il faut, à mon avis, c'est bien de proposer une contrepartie parce que ça met en place un contre-don. J'aimerais basculer sur. Après, je sais pas si c'est quelque chose que tu maîtrises, mais il y a un très bon avocat genevois fiscaliste, Xavier Auberson, qui a fait un bouquin sur taxer les robots, en fait. Ouais, n'importe quoi. Et tu te dis, en fait, Ça ne marchera pas. que nous, enfin, on a entraîné l'IA. Enfin, tu as aussi pas mal de graphistes qui ont utilisé Adobe et tout, Ouais. et que en fait, entre guillemets, on s'est fait piller. Imagine, voilà, maintenant tu bosses pour une boîte, tu es à la compta, tu utilises un logiciel qui entraîne une IA qui va faire ton boulot. Donc, en fait, tu l'as formé, tu ne touches pas de royalties, Non, non. et Alors tu ça, penses que ça va pas non, être non. possible de taxer les Non, robots. non, j'y crois pas une seule seconde. Je crois pas une seule seconde Pourquoi? que ce soit le bon angle. D'ailleurs, avec Xavier, on a vertement ri quand on a vu ça. Et Lequel, Xavier? Xavier Pas Comtesse, Auberson, hein. non, non. Et en fait, non, j'y crois pas du tout parce que déjà, il faudrait. Est-ce qu'on taxe les machines-outils qui découpent du métal? Ben non. Est-ce qu'on taxe les voitures parce qu'elles remplacent des chevaux? Ben non. Et bien entendu qu'il y a le corpus commun de l'humanité, du langage, des graphismes, etc., etc. Mais il faut aussi voir que moi, je serais plutôt pour supprimer les droits d'auteur et les brevets. Quand tu vois qu'il y a des droits d'auteur qui courent sur des décennies entières et qui font des fortunes colossales, parce que le mec qui a fait une chanson, il faut se calmer, c'est qu'une question de pognon. Donc, je ne suis pas du tout pour ça. Je crois beaucoup plus à l'open source, au fait qu'on est toujours assis ou enfin positionné sur les épaules des géants d'avant. Et le géant d'avant, c'est l'ensemble des gens qui ont contribué. Quand quelqu'un programme et qui fait un logiciel, eh ben, il y a quelqu'un qui a inventé les semi-conducteurs, il y a quelqu'un qui a fabriqué. Enfin, c'est toute une chaîne, en fait, et on ne peut pas se désolidariser comme ça. Donc, cette espèce de théorie du self-made man qui a eu que des idées géniales parce qu'il était génial. Il y a des gens qui sont un peu plus géniaux que d'autres, c'est vrai, mais
mais en fait, on existe dans un écosystème. Moi, j'ai pu aller à l'école polytechnique. On a eu plein de chants. On se fait pas tout seul. C'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Et croire qu'en fait, on s'est fait tout seul, il faut être salement con. Parce que, non, mais, ou d'une malhonnêteté intellectuelle. Maître Robertson, si vous nous écoutez, je suis Non, désolé. non, c'est pas ce qu'il dit. Ça, c'est pas un commentaire sur Robertson. C'est pas ce qu'il dit lui. Je dis simplement qu'on est toujours l'héritier de toute une tradition, etc. Donc, on ne peut pas comme ça se désolidariser. Et je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, il faudrait taxer les robots alors qu'avant, on ne l'a pas fait. On va pas taxer les voitures parce qu'elles remplacent le cheval. C'est exactement le même raisonnement. C'est quelque chose qui freine complètement l'innovation et en fait, on a intérêt à se… Qu'est-ce que tu vas faire, par exemple, quand on aura mis au point la fusion, tu vas faire quoi? Taxer les réacteurs à fusion pour dédommager les gens qui creusaient des puits de pétrole? C'est complètement stagné. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas et Il date de 2019, le bouquin. Ouais. Mais d'ailleurs, on n'a rien fait, on n'en fera rien. Ouais. Bon, moi, je trouve intéressant, peut-être, tu vois, je me dis ça peut être quelque chose qu'on peut explorer, mais enfin, les GAFAM, ils payent déjà pas d'impôts, donc ils vont pas non plus payer des impôts sur… Ça n'a rien à voir avec une taxe sur les robots. Ouais. Oui, non, mais je te dis, déjà, à la base, ils payent pas leurs impôts, donc en plus, tu veux les taxer sur l'IA, c'est mission impossible. Ils sont tellement forts à éviter de payer ça. Donc ça se fera jamais. Mais pourquoi pas pousser la réflexion, hein? Parce que maintenant, il faut qu'on trouve des sous. Il faut pas imposer uniquement le capital productif. Il faut aller taper dans les tas d'argent dormants immensissimes qui dorment, pas ceux qui travaillent. Ouais. Tu vois, je veux dire, mais évidemment que c'est plus difficile à faire, c'est clair. Mais il y a une question d'équité aussi. Donc, non, moi, je pense qu'il faut se concentrer sur des choses qui fonctionnent et qui soient, où il y ait une certaine vision de l'équité. Ce qui va se passer, en fait, si tu te mets à taxer les robots en Suisse, c'est que les robots, ils iront ailleurs. Ouais. Oui, on ne les taxe pas parce qu'il n'y a pas cette conformité. Même au sein de l'Union européenne, mais si tu y penses, ça ressemble un peu à la TVA. En fait, la TVA, c'est un impôt pour les pauvres. Oui. Ce n'est pas un impôt pour les riches. C'est un impôt qui est extraordinairement injuste. Oui, c'est vrai. Tu es taxé 7% alors que… Mais quand tu gagnes, quand tu as un salaire, tu la sens passer, la TVA. Oui. Quand tu vis des intérêts de ta fortune, tu t'en fiches. Parce que tu as doublé ou triplé ta fortune sur les 3 dernières années. Toi, tu n'as pas doublé ou triplé ton salaire. C'est clair. Voilà. Et puis tu en as énormément d'héritiers qui ne travaillent même pas. Hein. Enfin, à Genève, on a beaucoup. On a des grosses familles. Il y a la famille Wertweiler, celle qui possède Chanel. Je crois dans le canton de Vaud, tu as la famille Ikea, et j'en passe. Bon, mais ils ont bien raison. Ils n'ont même plus besoin de bosser, quoi. Ils ont fait un carton, tant mieux pour eux. Moi, je m'en fiche, c'est tant mieux pour eux. Quand tu as une immense réussite, parce que tu as eu de la chance et du talent, etc., que tu as beaucoup travaillé, tant mieux, tu as bien le droit d'en profiter et ta descendance aussi. Mais n'empêche, ce qu'il faut maintenant, c'est adresser ce problème de taxer le capital, mais pas le capital productif. Ouais. Tu vois? Je crois qu'on est en train de voir tes premiers pas en politique, Pascal. Non, parce que je pense que c'est pas du tout dans les mains des politiciens en tout cas pas aujourd'hui. Si on pourra en rediscuter si on rentre pas dans l'Union, si on dit non aux accords bilatéraux, mais j'espère un peu que l'Europe va exploser avant qu'on vote. Mais non, je pense qu'ils n'ont pas ils ont plus la main. Qui est-ce qui a la main alors? Ben, je sais pas trop. C'est pas les ultra riches comme tu malheureusement, dis, je pense taxez-nous parce que non, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas tellement de pilotes dans l'avion. C'est pas une super nouvelle, mais je pense qu'on revient. C'est pas une bonne nouvelle ce que tu es en train de dire parce que ça va finir comment? Ça va finir j'en sais rien, mais en révolution française, européenne. Ah ouais, je pense qu'en France, on est si c'est plus dans les mains de politiques, c'est dans les mains de personne.
Ouais. Et le peuple, à un moment donné, si c'est bottom-up, ça va faire mal, quoi. Bah ouais, bah oui. Mais si tu veux, je T'as crois pas que… 30% de la population qui perd son taf. Mhm. Non, mais je pense pas que ce sera de cette ordre de grandeur. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on arrive dans une période où il faut un D'ici peu 2030. Non, non, il faut un peu se réveiller. C'est pour ça qu'en fait, les discussions sur le home office, si tu veux, basta cosy. Maintenant, il faut bien comprendre qu'on Stop arrive dans… fucking around. Yeah, all right. Donc, on arrive dans un moment qui sera beaucoup plus dur, en fait. Donc ça sert à rien Toi, de geindre. soit tu es Parce que, sur le terrain, tu défends ton ouais, bout de pain, soit ouais, tu es à la maison, puis voilà, t'es plus, quoi. ciao. Il y a Donc, en des autres fait, qui. maintenant, les entreprises, J'aime bien ça. elles vont faire des moments de réorganisation, elles vont sabrer. Donc, si vous voulez perdre votre job, ben, Faites la home lessive à office, la maison. ouais, Je connais des voilà, personnes qui me c'est disent comme ça. le jour du télétravail, c'est le jour de la lessive. Mais oui, et je comprends parce que c'est agréable, mais on a changé d'époque. Avant c'était mer calme, vent arrière, tranquille, apéro, tout est cool. On se concentrait sur le bien-être et blablabla. Et maintenant, il faut se réveiller. C'est plus comme ça. Alors disons, voilà, maintenant, tu as quelqu'un qui a eu le déclic. Il se dit, Mhm. il faut absolument que je protège mon job. C'est quoi les premières choses? Donc, Alors, tu stoppes le home office, OK, bah, il le faut, il faut, télétravail. il faut contribuer à la mission de l'entreprise. Vous devez vous former et apprendre. Vous devez devenir plus performant, ce qui va vous aider soit à progresser dans l'entreprise où vous êtes si vous êtes maire, mais vous ne serez pas rémunéré, pas uniquement en sous, mais rémunéré en promotion immédiatement. Il faut être un peu patient, il faut investir et c'est en fait sur vous que vous investissez. Ouais. Là, vous êtes solo, quoi. Faut y aller. Et c'est dur. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je pense qu'il faut bien prendre acte qu'en fait, on a changé d'époque. Trump, ce matin, il a décidé de taxer les produits pharmaceutiques suisses à 100%. Eh ben, ça va pas, ça va pas être sans impact. Peut-être qu'il va changer d'avis après-demain, on n'en sait rien. Bref, mais je peux regarder la question en détail. Mais ce que je veux dire, c'est que on entre dans un moment en fait qui est chahuté. Et quand c'est chahuté, bah, faut être bon. Et pour être bon, il faut se mobiliser, se réinventer, investir sur soi, investir sur le groupe d'humains avec lequel on collabore. Ça s'appelle une entreprise. Si votre entreprise est complètement teubée, ce qui existe, hein, ça existe complètement, ne dites rien, soyez un bon garçon, un bon élève, une bonne contributrice et préparez la suite. Et préparer la suite, ça veut dire acquérir des compétences, mettre à jour son CV, regarder comment est-ce qu'on pourrait se retourner, quel autre concurrent ferait mieux que l'entreprise dans laquelle vous fonctionnez. Parce que les mecs en haut dans votre entreprise, s'ils le regardent, vous êtes en danger si vous ne vous réinventez pas et si vous ne contribuez pas au maximum. Et puis, s'ils sont complètement en train de bâiller aux corneilles parce qu'ils pensent que tout va bien, ben, raison de plus pour vous préparer une porte de sortie. Alors, toi qui implémentes l'IA justement dans des boîtes, Oui. quel département va sauter le premier en fait? Pour anticiper, si tu as, par exemple, je sais pas, j'imagine c'est la compta. Quelqu'un qui est dans la Alors, compta, il nous écoute aujourd'hui, il va se dire, bah voilà, il faut que j'aille faire quelque chose de plus pour sortir de là, en ouais. fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans tous les, on va dire, il y a les bits et les atomes. En fait, les atomes, c'est quand vous êtes là, vous réparez des portes, vous déménagez des meubles, vous êtes dans des trucs qui se mesurent en kilogrammes, vous risquez pas grand-chose. Mais j'ai par exemple conseillé une entreprise qui fait de l'assèchement, figure-toi, donc qui repère des fuites. Ben, ils augmentent leur productivité parce qu'ils font les rapports de manière automatique. Donc, en fait, eux, ils se libèrent en fait d'un poids, si tu veux, ils deviennent plus efficaces. Mais eux, ils risquent pas grand-chose ou rien. Ils vont juste gagner en efficacité. Mais par contre, si vous êtes dans une entreprise qui s'occupe des… Donc, il y a de l'information au départ et il y a de l'information à la sortie. Là, vous êtes à l'aube d'une réinvention qui est complète. Donc, il faut vous intéresser à l'IA, faut prendre des cours en ligne, il faut devenir extrêmement agile avec le digital. Vous n'allez pas couper. Souvent, dans l'implémentation de l'IA, le problème, c'est les mecs qui sont OK avec l'IA, mais c'est le computer. Et il faut se réveiller. Là, vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez pas juste rester maladroit avec les outils digitaux. Il faut devenir bon, il faut vous intéresser, il ne faut pas avoir peur, il faut apprendre. Mais quand ça fait longtemps qu'on n'a plus appris, on a de la peine à le faire. Ce n'est pas si facile, hein. Mais il faut se remettre en selle et ça ira très bien.
et ça va très bien se passer et vous aurez en plus du plaisir à cette réinvention. Donc, il faut vraiment être familier avec les outils digitaux, s'intéresser à l'IA, s'intéresser au projet de l'entreprise pour déjà arriver à mesurer à quel point elle est dynamique, parce que si elle ne l'est pas, elle aura beaucoup de mal. Et ce qui va se passer, que ce soit dans un domaine comptable ou n'importe lequel, où on traite de l'information, s'il y a 10 personnes dans cette unité, vous n'allez pas passer à 0, mais vous allez passer à 3 ou 2. Si vous avez un département marketing, vous n'allez pas passer de 20 personnes à 0, mais vous allez passer de 20 à 2 ou 3. Tu penses autant, quoi. Ouais, c'est certain. Donc, c'est plus que les 30% que j'avais dit avant, quoi. Là, tu es sur du Non, 60. ouais, mais c'est parce que tu gagnes en fait sur ce type de tâche entre 60 et 70% d'efficacité. Le type qui paye la note, il n'a pas encore compris ça, mais le jour où il le comprend, je te garantis. Parce que le problème dans une entreprise, c'est que pour faire des gains de productivité, tu dois supprimer des emplois. Ou alors, il faut que à nombre d'emplois donnés, si tu as 10 personnes à la com, il faut que tu aies beaucoup plus de clients qui viennent. Et ça n'arrivera pas. Donc, ben voilà, c'est assez simple. Un chef d'entreprise, en fait, il emploie pas des gens parce que c'est pestalodier et que ça lui fait plaisir. Enfin, oui, ça lui fait Oui, plaisir, bien mais sûr. je veux dire, il paye ses salaires. En fait, s'il peut payer que 3 personnes à la place de 10, ben, il va le faire, hein, c'est sûr. Oui, et puis c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, enfin, on parle souvent de RSE, de durabilité, d'éthique, mais il ne faut pas oublier que toutes ces boîtes, et aux États-Unis c'est encore plus strict, mais le PDG est obligé de maximiser Oui, la valeur de l'actionnaire. mais c'est Donc, évident. toutes les décisions qu'ils prennent, ce n'est pas pour faire plaisir. Quand ils vous emploient, c'est pour faire plaisir à l'actionnaire, c'est pour avoir un meilleur rendement, c'est pas pour faire plaisir de sortir du chômage, quoi. Les entrepreneurs qui sont vraiment bons, en fait, ils engagent des gens qui sont très motivés, ils les traitent extrêmement bien parce que ce sont des gens qui sont performants. Maintenant, ce commentaire, il s'adresse à des gens qui sont stuck dans une espèce de grande entreprise où il se passe rien, où voilà, ça ronronne. Là, vous devez investir sur vous, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas compter sur le collectif, il faut investir sur vous. Si vous êtes très bon, soit vous êtes dans une entreprise qui va le voir parce que vous faites des efforts, vous innovez, vous faites des tas de choses, vous contribuez au projet commun. Puis dans ce cas-là, vous allez pouvoir progresser. Soit, comme vous progressez, vous pourrez aller ailleurs. C'est l'un ou l'autre. Mais il ne faut pas hésiter à être mobile et puis à vous défendre, en fait. C'est vraiment ça. Il faut investir sur vous. J'aimerais te challenger un peu sur les atomes. Il me Mhm. semble que j'ai vu un article de Xavier Comtesse, Mhm. donc ton compère, qui parlait des robots et tout ce qui est Oui. robotique. Et justement, il disait que ça serait bien que Neuchâtel devrait devenir le hub mondial Ouais. de la robotique. Alors moi, je C'est-à-dire lui ai que même dit… les atomes, Ouais. ils peuvent disparaître aussi. Ouais. Non, mais alors, non, c'est autre chose. C'est que, en fait, moi, je prêchais pour que ce soit la 101, donc entre Genève et Villeneuve, donc le bord du lac. Bon, lui, il habite à Neuchâtel, alors il dit Neuchâtel, mais à mon avis, voilà, quoi. Mais ok, Neuchâtel, Lausanne, peu importe. Mais disons, pourquoi en fait on parlait de ça, c'est parce qu'on a le livre qu'on sort cette année avec Manufacture Thinking. Moi, je ne peux pas cramer le titre, mais on va beaucoup parler des robots l'année prochaine aussi. C'est pour ça qu'on va en Corée. Et du C'est coup, sympa, ça. ouais, en Vous Corée, faites ouais. plaisir, hein, On va voir Samsung. Corée, Et, quelle Corée? Sud ou nord? au sud, bien sûr. Et en fait, je pense que la prochaine étape de l'IA, ça va être la matérialité et les robots. Mais il y aura déjà beaucoup moins de remplacement parce que ce n'est pas demain la veille quand tu as une fuite dans ton toit que tu as un robot qui va grimper sur le toit. Hein, ça va prendre du temps. Donc, il y a 20 ans, il y a 10 ou 20 ans, parce qu'il faut des actuateurs, il faut stocker de l'énergie, il faut des technologies de batterie, c'est beaucoup plus complexe. Donc, les premiers jobs qui sont à risque, c'est les jobs qui sont dans les bits. Et puis, oui, dans 20 ou 30 ans, mais bon, dans 20 ou 30 ans, c'est un autre monde. Donc, on s'en fiche pour le moment. Il Et y a déjà dans l'automobile, ça a commencé ouais, depuis plusieurs ça années. commence. Mais là, cet article il était pour positionner l'industrie suisse dans le secteur porteur d'après-demain. OK. Et ça fait appel à toutes les valeurs suisses de fiabilité, de conception, de construction, etc., etc. Parce qu'une fois que tu rentres dans les atomes puis que tu as des IA qui ont une matérialité, en fait, il ne faut pas qu'elles fassent d'erreurs, sinon il y a des gens qui meurent. Donc, il faut être très rigoureux. Il faut de la méthode, il faut de l'engineering de grande classe.
Et je pense que c'est là, en fait, que la Suisse devrait se positionner, avec le caveat qu'à mon avis, il faut attirer une entreprise chinoise de pointe qui fait des robots, parce que si on n'a pas l'échelle industrielle, on n'y arrivera pas. C'est pertinent. Donc, ça serait quoi un peu centre de R&D en Suisse et puis après, Par exemple. tu- Mais si le veut, puis de les leveraging. Chinois, ils vont pas nous attendre, hein. Ils sont déjà en train de bosser dessus, même si on est très Oui, bon en robotique en Suisse, quoi. mais ils vont. L'idée, c'était de les stimuler à profiter de la qualité des ingénieurs suisses, du développement, de la rigueur, etc., etc. Je pense que ce serait un plan de développement économique pour la Riviera euh, qui serait excellent. Ok. C'est ça Donc, le but de l'article. Mais tu veux, c'est des choses que, tu veux, quand tu essayes d'influencer un truc comme ça, tu sais, en général, quand tu en parles aux gens, ils ne comprennent rien. Alors, il faut y aller par petites touches, par petits articles, un petit truc là, un petit truc là. Puis après, il faut que les gens se disent, oui, j'ai eu cette idée. Tu vois, il faut planter des graines. C'est ça qu'on essaye de faire. donc, pour nos collègues de l'Office cantonal de l'économie et de l'innovation, qui est sous le DEE, écoutez Pascal, écoutez Xavier, il y a peut-être un créneau dans la robotique. Mais c'est plus que. Non, mais c'est le Je vais leur créneau. Je pense. transmettre. Je vais leur transmettre. C'est le créneau, en fait. Il n'y en a Ouais. pas 36. Et c'est l'IA, en fait, qui rend ce créneau tellement porteur, si tu veux. Et ça construit aussi sur les qualités, par exemple, de tout le secteur horloger, où, en fait, c'est de la mécanique de précision. Parce que quand tu fais un robot, il faut quand même que les bras ils bougent juste. Ouais. Tu vois. Donc, il faut une rigueur dans la manière d'ingénierer tout ça. Et je pense que c'est une opportunité pour la Suisse. Ce n'est pas du tout la seule, bien sûr, mais c'est une vraie opportunité qui pourrait construire, en fait, sur les qualités, évidemment, de tout l'arc neuchâtelois, du Jura, mais aussi de tout l'arc lémanique, donc Genève, Lausanne, jusqu'à Villeneuve, où ils construisaient des trains il n'y a pas si longtemps. Bombardier avait une usine. Alors, tu me diras, passer du train au robot chirurgien, c'est chaud, mais je pense qu'il faut se placer, en fait, dans le secteur de demain que les gens n'ont pas encore vraiment vu, et il faut le réfléchir du point de vue industriel. Ce n'est pas du tout de la recherche, c'est l'industrialisation de ça. C'est là qu'il y a des jobs, c'est là qu'il y a de la croissance économique, des choses intéressantes à faire, et puis des trucs rigolos à faire aussi. Hein. Donc là, Parce que, non, je t'en prie, vas-y, vas-y. non, c'est bon. Non, je disais, là, tu es en train de nous donner des choses intéressantes, en fait, où tu es en train de nous décrire une industrie porteuse, et Mhm. justement, où des jobs ont été créés, et que ça soit, même si on est dans la compta, mais pour une boîte C'est robotique, ça, je te remercie. c'est Donc, ça. Et en fait, pour il faut. les 12 views qu'on va avoir, là, bah, Ben voilà, c'est un nugget. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner. ouais. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Mais on y a beaucoup réfléchi, en fait, hein, parce qu'on a passé beaucoup de temps à se poser la question, et je pense que c'est vraiment ça. Le prochain step de l'IA, là, maintenant, les gens, ils voient les jobs à la compta, etc., etc., mais vous avez vraiment la possibilité de vous réinventer. Il faut simplement se former, il faut être dynamique, il faut être entreprenant, même si vous êtes employé, que ce soit pour progresser dans votre entreprise ou en changer. Mais il y a l'étape d'après, si tu veux, pour les 25 années ou 30, 50 années qui viennent, où il faut réfléchir à la suite. Et la suite, c'est ça, c'est l'IA dans les robots. Ouais. On contribue à remplacer l'humain, à aider, Ouais, à améliorer. On peut dire. quand tu vas scier un arbre, tu ne vas pas avec une hache, tu as une tronçonneuse, donc ça remplace un peu l'humain. C'est l'histoire de l'humanité, c'est d'externaliser les fonctions. Le marteau, c'est ça, les lunettes, c'est ça, c'est une prothèse qui permet à des gens comme nous qui n'avons pas de super yeux de voir. On externalise des fonctions. Ça, c'est un complément de l'œil. Donc, il ne faut pas en avoir peur non plus. À l'époque où on se déplaçait qu'à pied ou en cheval, on ne pouvait pas se déplacer à Genève comme ça en un jet de pierre en voiture. Mm. C'est l'histoire de l'humanité. On externalise des capacités. D'accord. L'ordinateur ou le papier, c'est qu'on externalise la mémoire. On peut stocker des informations sur un support physique qui est un bout de papier. On fait ça avec de l'encre, avec un stylo. Alors, quand on était au burin et à la tablette en pierre, c'était quand même moins pratique. Ouais. Tiens, Younes, je t'ai amené un livre, il y en a pour 500 kilos. C'est quand même pas top. Donc, en fait, ça s'appelle le progrès technique. Et il ne faut pas en avoir peur. Bien sûr que ça change un peu les choses, mais c'est aussi merveilleux. Voilà, avec l'IA, on est en train d'externaliser une partie de nos capacités cognitives et ce n'est pas le drame. En fait, c'est un changement, mais ce n'est pas dramatique. C'est ça l'histoire de l'humanité. On externalise des fonctions et ça libère de la place pour d'autres choses, pour de la créativité, pour d'autres trucs. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Est-ce que tu penses qu'on est trop optimiste par rapport à l'IA? Enfin, je parle de toi et moi, hein. Vu qu'on a la tête dedans, on regarde beaucoup ce qui se passe aux US, en Chine, et Non, qu'on voit que non, ça va à 2000 à l'heure. Mais moi, enfin, moi j'ai énormément d'amis ou d'autres personnes qui ils sont pas du tout concernés. Et puis, est-ce qu'on est non, peut-être non. trop alarmiste à cause de ça, en fait? Et que ça se trouve, ça va pas être aussi, ça va pas être un bain de Alarmiste, sang. non, non, mais je pense pas qu'il faut être alarmiste. C'est un changement qui est profond et rapide. Il y a les deux, hein. Parce que tu peux avoir un changement profond qui est lent, puis tu peux avoir un changement rapide, mais qui est un peu en surface. Mais là, c'est un changement profond et rapide. Donc, c'est sûr que ça va changer les choses. Dans l'éducation, si tu prends que ça, Oui, le métier de prof, il a complètement changé. C'est juste, on l'a pas encore vu. mais ils vont pas se faire virer pour autant. Parce que, éthiquement parlant, et puis Parce qu'ils sont fonctionnaires. ils sont fonctionnaires, mais aussi, enfin, tu peux pas mettre des enfants devant une IA, quoi, un Non, non, bien ordinateur. sûr, je ne dis pas ça. Mais si tu veux, ça veut dire que la nature de leur métier va changer. Ah La oui, manière de tester en fait les compétences d'un élève, elles vont, ça va changer, ça doit changer. Et changer, c'est pas un vilain mot, c'est pas un gros mot, c'est pas une injure. C'est OK. Il y a eu une époque où on notait toutes nos notes sur des tablettes en pierre, mm, avec un burin à la con en bronze, même pas en acier 37,2. Enfin bref, donc oui, on a des stylos. Moi, je trouve pas que c'est une mauvaise nouvelle. Donc en fait, on a juste du mal parce que maintenant, ça nous arrive à nous, c'est vrai. tu vois. Mais mais il y a deux positions possibles. L'électricité, par exemple, les mecs qui remplaçaient les lampadaires publics avec de la graisse de baleine, eh ben, ils ont dit non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a plus besoin de remplir les lampadaires, ça nous enquiquine. Ben, les baleines, je pense qu'elles sont quand même un peu contentes qu'on les chasse plus pour leur graisse, pour les cramer dans des lampadaires. Voilà. Donc, il faut pas. Quand il y a quelque chose qui change, il faut accueillir aussi les bienfaits de cette nouveauté. Il y a une certaine souffrance, c'est vrai, au changement, comme toujours. Mais en fait, si on saisit cette opportunité ou ce changement comme une possibilité de réinventer des choses qui le méritent, ça peut être sympa. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre justement d'industries qui ont été, on va dire, disruptées avant nous, enfin, notamment Alors, de l'industrie automobile où justement tu perds beaucoup ouais, d'emplois, il y a moins de ouais, mais ventes. ça c'est parce qu'on n'a pas eu de politique industrielle qui tenait la route. Et en général, les géants d'avant s'écroulent. Ça, alors on peut le retenir. Mm. C'est très, très rare qu'une entreprise se réinvente, malheureusement. Oui, surtout qu'après, quand c'est aussi à cause des régulations européennes qui ont mis énormément la pression. Puis, Oui. tu as vu enfin, l'émergence de nouvelles boîtes, notamment Tesla et puis BYD, enfin, toutes ces boîtes chinoises. Mais enfin, pour autant, ça reste compliqué justement de se projeter. Alors, oui, c'est vrai, mais il faut voir, il ne faut pas essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Vous n'êtes pas le patron de Peugeot. En tout cas, moi. Donc, si Peugeot se réinvente, c'est génial. Enfin, je dis Peugeot, voilà, euh, mais, and so what? En fait, faites autre chose. Ce qu'il faut, c'est abandonner ses certitudes, puis le confort de connaître. IBM, ils ont mal géré le passage au PC. Ouais. Voilà. La plupart des boîtes ne se réinventent pas. C'est ça la réalité. Et quand elles se réinventent, c'est une expérience de mort imminente. Mm. Parce qu'une boîte, en fait, elle trouve un angle, elle fait un truc, et puis elle traite la vache, et puis un jour, elle disparaît. En général, c'est ça qui se passe. Toutes ces théories sur l'innovation, les boîtes qui innovent, oui, l'innovation incrémentale. Je te dis, la dernière souris Logitech, ils ont amélioré le clic, c'est une dinguerie. Respect, respect, respect. Mais oui, ils y arrivent. Mais généralement, les boîtes sont très mauvaises pour innover. C'est ça la vérité. Et quand elles le font, de toute façon, elles changent. Si tu regardes Netflix, ils avaient les DVD physiques, ils ont dû, pour Alors, eux, passer ils au ont bien réussi. digital, ils ont bien réussi, mais ils ont dû virer pas mal de gens qui Ils avaient besoin d'autres avaient compétences. besoin d'autres Comme profils, ça. quoi. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut faire si on est à l'intérieur d'une boîte. Il faut réfléchir aux compétences qui vont être nécessaires et il faut les acquérir, indépendamment de votre employeur. Et puis, soit votre employeur va être reconnaissant en vous promouvant, en vous augmentant à l'interne, parce qu'il va il va vous reconnaître comme étant une pupille, des forces vives de la nation. Soit, en fait, vous trouverez ailleurs. En fait, vous travaillerez plus chez IBM, mais vous travaillerez chez Microsoft ou chez Dell.
Voilà. On finit là-dessus. Je pense que c'est le meilleur Génial. conseil. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao Younes.